Super Docteur, c'est le podcast des médecins généralistes. Un contenu court et pratique chaque semaine pour tous les médecins. Vous voyez ce moment en consultation où l'on se rend compte qu'un patient est en insuffisance rénale et que chaque médicament peut devenir un casse-tête? Ça m'arrive plus souvent qu'on ne le croit. Dernièrement, j'ai reçu un patient dont la clairance rénale était en baisse et j'avais besoin de vérifier en un clin d'œil quelle posologie serait la plus sûre pour lui. Jusqu'ici, il fallait fouiller dans les données, comparer plusieurs sources, jongler entre les fiches produits et les recommandations. Une vraie gymnastique intellectuelle, surtout quand on est déjà pressé. Mais aujourd'hui, avec l'outil GPR intégré dans Vidal Mobile, je peux adapter la dose de mes traitements à l'insuffisance rénale en quelques secondes. GPR rassemble les informations fondées sur des référentiels internationaux et une analyse médico-scientifique experte, ce qui me permet de sécuriser efficacement ma prescription. Plus de doute, je sais que je respecte les bonnes pratiques et que je prends soin de mon patient du mieux possible. Le mieux dans tout ça, c'est que l'appli Vidal Mobile est gratuite pour nous, professionnels de santé, si vous entrez votre numéro RPPS. Vous trouverez le lien dans les notes de cet épisode. Pour ma part, je ne peux plus m'en passer. Alors, à vous de tester. Bonjour à tous, bienvenue dans Super Docteur, le podcast des médecins généralistes. Aujourd'hui, nous allons discuter d'imagerie médicale avec le docteur Aymeric Roche. Radiologue libéral passionné par la pédagogie, il s'est fait connaître grâce au compte Instagram Tuto Radio qui a aidé des milliers d'étudiants en médecine à apprivoiser l'imagerie médicale. Il est aussi l'auteur du livre de la martingale Imagerie médicale, un ouvrage de référence pour bien préparer le CN, mais aussi pour acquérir des bases solides en radiologie. Avec lui, nous allons notamment passer en revue les erreurs les plus fréquentes des médecins généralistes, les bonnes pratiques à connaître dans cette spécialité et la place de l'intelligence artificielle dans notre futur commun. Un épisode dense, pratique et stimulant pour toutes celles et ceux qui sont curieux de toujours mieux soigner leurs patients et veulent toujours progresser dans notre beau métier de médecin. Salut Aymeric. Salut Mathieu. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'ai reçu il y a déjà un petit moment ton très beau livre de la martingale. J'en profite d'ailleurs pour passer un petit coucou à Anne, la directrice de la collection, qui fait un travail vraiment formidable. Et bravo pour ce très beau livre qui fait connaître la radiologie non seulement aux étudiants, mais même aux médecins un peu plus aguerris. Je vais te poser ma première question. Est-ce que tu peux directement me dire, s'il te plaît, quelles sont les pires erreurs des médecins généralistes en imagerie ? Écoute Mathieu, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir de partager avec toi. Alors les pires erreurs, c'est difficile. Moi, je pense que ce que j'aimerais peut-être relever ou cibler, c'est l'importance de la pertinence des actes et en particulier de la communication de ce qu'on se transmet de confrère à confrère dans le cadre de la prescription ou de la demande d'un examen d'imagerie médicale. Et donc, plutôt que d'erreurs, j'irais plutôt sur la pertinence des informations qui sont données sur un examen d'imagerie médicale. En fait, je pense que le message qu'on peut peut-être passer, c'est que la qualité du rendu d'un examen ou de la conclusion d'un examen est à la hauteur de la demande. Je pense que ça, c'est un message qui peut être assez clair. C'est-à-dire que plus on va avoir une demande pertinente et bien calibrée, plus la réponse va être pertinente et bien calibrée. Donc, l'erreur pour moi, c'est une absence de demande, c'est-à-dire une prescription sur laquelle on a scanner abdominopelvien, il n'y a aucune info. Évidemment, ça, c'est à proscrire totalement, bien entendu. Mais on peut aussi avoir une demande qui n'est pas précisée, tout simplement. Donc, l'erreur pour moi, la plus importante, c'est ne pas communiquer ou mal communiquer. Ok, donc tu soulignes le fait de bien renseigner ces indications, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en fait sur une prescription d'imagerie ? Alors pour moi, le plus important, bien sûr, c'est là où les hypothèses principales. Ça, c'est vraiment Diagnostic, important. ok. Exactement, diagnostic. Ce qu'on peut préciser entre parenthèses, c'est qu'un examen d'imagerie médicale ne va pas être réalisé de la même manière en fonction de ce qu'on cherche. Je donne un exemple, par exemple, toujours sur le scanner abdominopelvien. Si on recherche une lésion pancréatique, par exemple, le protocole d'exploration ne va pas être le même que si on explore, par exemple, un rein ou les voies urinaires. Il peut y avoir des superpositions dans la réalisation du protocole, mais c'est très important de cibler la demande précise sur ce qu'on recherche. Alors après, évidemment, on ne sait pas toujours ce qu'on recherche, et dans ces cas-là, il n'y a pas de problème, on peut le préciser, on peut dire qu'on ne sait pas ce qu'on recherche, on peut préciser plusieurs hypothèses, mais effectivement, ça, c'est le point le plus important. Nickel, donc c'est ok de dire qu'on ne sait pas, mais par contre, j'imagine qu'on doit mettre des renseignements cliniques peut-être, des données de l'interrogatoire, de l'examen physique pour guider un petit peu le radiologue ?
Exactement. Je pense que ce qui est très important aussi avant ça, c'est les antécédents. Hmm. Ça m'arrive très fréquemment d'avoir un patient qui a un antécédent, par exemple, de cancer guéri, peu importe lequel, sein, lymphome, des choses dont on considère que elles sont du fait du passé et qui ne sont pas forcément reprécisées sur la demande actuelle parce que le patient il vient pour un tableau de douleur abdominale aiguë, par exemple. Or, on peut bien évidemment avoir des éléments d'imagerie en rapport avec ces antécédents-là. Et bien entendu, si on ne le sait pas, nous, on va soit être perdu, soit être bêtement descriptif, et donc c'est bien sûr pas utile ou pas pertinent, soit tout simplement méconnaître des hypothèses diagnostiques qui pourraient être spécifiques en rapport avec ces antécédents-là, ce qui est vraiment très dommage du coup. Donc ouais, les antécédents, avant même ces données de cliniques, on va dire purement cliniques, et effectivement après, bien entendu, tout ce qui est pertinent. Il y a parfois aussi des cas où on a toute une liste du dossier du patient où on se perd complètement dans toutes les données. Là encore, c'est mieux évidemment que de ne pas avoir d'informations, bien entendu, mais si on peut aller au plus pertinent, au plus utile, c'est quand même mieux. Il y a un gros débat entre les médecins les plus âgés et les plus jeunes. D'après toi, c'est les plus vieux ou les plus jeunes qui font les meilleures prescriptions? Tu me tends un piège là. Tu peux dire Joker. Allez, je vais me mouiller, tant pis, je vais dire les plus âgés, Les plus âgés qui font mieux ou moins bien? qui ont tendance à avoir des prescriptions un peu plus légères peut-être. Hmm. Ok. On peut pas faire de généralité, donc probablement que je regretterai mon propos. Mais Non, mais pour rebondir de façon différente sur ton propos, je remarque que les jeunes médecins détaillent plus leur ordonnance. Voilà. Euh, Mathieu, c'est sympa. je remarque que parfois, il y a des ordonnances, des médecins mettent radio, si besoin écho, si besoin IRM. Est-ce que c'est quelque chose de... Est-ce qu'on peut faire ça en tant que médecin généraliste, par exemple sur une seule ordonnance, détailler comme ça notre examen, des suspicions diagnostiques, et puis dire tel examen, mais si c'est indiqué, on fait un autre, si c'est indiqué, on fait un autre, et après le radiologue fait un petit peu sa sauce. Est-ce que c'est possible de faire ça? Alors, c'est possible. Évidemment, le généraliser à tout va, va diluer la pertinence de faire ça, du coup, de fait. Mais effectivement, c'est possible. En fait, moi, je me mets toujours à la place du médecin généraliste et je me dis, d'être critique sur la prise en charge, d'abord, mettons-nous à la place de nos confrères. Quand on a une liste d'attente remplie, plein de patients, etc., et on a l'habitude d'avoir la prise en charge, par exemple, d'un genou douloureux, on se doute que si à la radio, il n'y a pas une gonarthrose importante, et ben on va aller explorer différemment, probablement avec une IRM ou peut-être une échographie préalable. Donc, dans ces cas-là, ça ne me choque pas de mettre effectivement ce type de prescription dans ce contexte. Ça paraît évident plutôt que de revoir 3 fois le patient par le médecin généraliste pour amener sur l'examen d'après. Après, c'est vrai qu'en tant que radiologue, souvent, moi je prends l'initiative, et beaucoup de confrères le font, bien évidemment, de programmer l'examen pertinent si nécessaire, s'il y a un examen à faire. Tout le monde ne le fait pas nécessairement, mais en tout cas, c'est une pratique quand même qui se fait couramment. Ok. Et qu'est-ce que tu penses du fait de prescrire plein d'examens? Parce qu'avec le délai d'attente et avec le délai de rendez-vous, on va prescrire par exemple un ostéo-articulaire radio-écho plus IRM, en sachant peut-être que les résultats de radio-écho nous donneront la réponse attendue et que l'IRM ne sera pas forcément utile. Mais est-ce qu'on peut faire ça en tant que généraliste? Prescrire plein d'examens d'imagerie en sachant que forcément, peut-être qu'on aura déjà la réponse, mais il faudra penser à annuler l'examen. Qu'est-ce que tu penses de ça? En fait, là encore, on peut formuler une réponse théorique assez plaisante, mais dès qu'on se confronte à la réalité du terrain, évidemment, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que le patient qui aura ce type de prescription et puis qui va prendre un rendez-vous, par exemple, à la fois pour son couple radiographie-échographie, par exemple, dans un premier temps, mais il se trouve qu'il va y avoir une annulation ou une IRM vient d'ouvrir à tel endroit et on lui propose un créneau d'IRM en amont. Eh bien c'est là que la prise en charge n'est pas tout à fait efficiente. Évidemment, le patient ne va pas se passer d'une IRM si on lui propose dans les 4 jours, bien entendu, tant mieux pour lui. Mais c'est dans ces cas-là que la partie terrain-réalité peut être un peu différente de la partie théorie de ce qui serait l'idéal, évidemment.
C'est clair. Non, tu le soulignes très bien, c'est qu'on a tous un biais de sélection. On a tous une activité un peu, partielle et limitée de la médecine, même en tant que généraliste. Il y a des gens qui font beaucoup de pédiatrie, d'autres beaucoup de gynéco et cetera et on a toujours tendance à juger, par notre petite lorgnette, souvent les confrères, les consoeurs et tu fais très bien de rappeler ça, parce que, on n'est jamais à la place du confrère, en lieu et place dans son cabinet, dans ses conditions d'exercice et donc plutôt que de le juger, il faut essayer, à mon avis, de faire au mieux de son côté et essayer plutôt d'aider et d'encourager, nos confrères, nos consoeurs plutôt que de leur taper sur les doigts. Je crois que tu fais ça Oui. très, très bien. Exactement. Et d'ailleurs, je me permets d'ajouter un complément de réponse, c'est que si le mauvais examen est planifié, par exemple, on peut tout à fait, nous, bien entendu, réorienter sur le bon examen. Bien sûr, ça peut arriver de temps en temps. Donc, le médecin généraliste peut très bien se tromper de type d'examen indiqué, hein. Ça peut arriver de demander un scanner au lieu d'une IRM ou respectivement en fonction de l'indication. C'est pas gênant. Nous, on est aussi là pour redresser. Bien sûr, ça peut arriver que dans le flux de demande, ça passe à la trappe, mais on est toujours là pour finaliser avec le bon examen si nécessaire. Excellent. Est-ce qu'on peut appeler un radiologue pour discuter des indications, discuter, de l'examen, de la préparation, est-ce que ça se fait? Oui, bien sûr que ça se fait. Alors évidemment, vu le flux de demandes et d'examens qu'on gère au quotidien, tout type d'examen confondu, c'est sûr que c'est très complexe. C'est très complexe d'être dérangé pour des éléments qui sont peu pertinents. C'est pour ça qu'on a, la plupart des centres ont un process de prise de rendez-vous qui est le plus élaboré possible, le plus travaillé possible pour justement être le plus systématique tout simplement, même si ça amène bien sûr parfois à des situations qui passent entre les mailles du filet. Mais bien sûr, moi ça m'arrive régulièrement d'appeler un collègue dans le sens inverse, généraliste, sur un examen prescrit, bien entendu, et inversement, régulièrement en vacation, j'ai un ou deux confrères qui appellent pour se renseigner, c'est possible. Le mieux, c'est vraiment que le process de prise de rendez-vous par le centre d'imagerie soit le plus travaillé possible pour que les choses soient le plus cadrées. Mais en médecine, il y a quand même beaucoup de situations différentes et donc forcément, il y a des situations qui peuvent passer entre les mailles du filet. Très bien. Tu as une spécialité hyper riche, ça va de la radiographie conventionnelle aux examens, en coupe, scanner, IRM, à l'échographie, à l'interventionnel. Est-ce que, par curiosité, tu peux me partager une anecdote ou un cas clinique marquant, dans lequel ta spécialité a fait une différence dans la prise en charge de ton patient? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Il y a un événement qui m'a assez marqué. J'étais encore interne à l'époque. C'était une patiente qui se faisait opérer d'une chirurgie d'endométriose, donc chirurgie assez lourde, assez complexe dans son cas. Et la patiente m'est adressée en échographie en post-opératoire pour violente douleur abdominale et impossibilité d'uriner. Moi, je constate en échographie un épanchement péritonéal très abondant, une vessie vide et un épanchement qui était très anéchogène, très noir, peu sale donc. Et puis surtout une impossibilité totale d'uriner malgré l'envie. Donc je suggère de faire un scanner immédiatement pour rechercher une lésion vésicale iatrogène chirurgicale. Donc l'examen est fait 2-3 heures après par un autre radiologue à l'époque qui était dans un autre centre. Et il se trouve que la conclusion du radiologue, c'est pas de lésion vésicale, etc., etc. J'avais une forte intuition clinique à ce moment-là qu'il y avait vraiment une lésion vésicale, euh, précisément pour la donnée clinique de très forte douleur, impossibilité totale d'uriner. Je disais, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de lésion vésicale avec un épanchement du coup péritonéal important. Et en fait, je regarde le scanner qui est réalisé et qui est réalisé avec une vessie sondée, donc avec une sonde vésicale qui n'est pas clampée. Ce qui fait qu'en fait, au temps tardif urinaire qui permet au produit de contraste de mouler les parois vésicales, eh bien, on ne voit pas de fuite de produit de contraste et donc la conclusion était pas de lésion vésicale du fait de ce sondage urinaire. Donc moi, à ce moment-là, je me souviens très bien, j'ai appelé le chirurgien, j'étais plus jeune à l'époque, donc c'était un petit Mmh. peu audacieux, mais j'ai appelé le chirurgien en lui disant que j'étais pas d'accord avec le compte rendu, que l'examen avait été fait vessie non clampée, que donc forcément il n'y avait pas de pression
dans la vessie qui permettent une réplétion vésicale, et que donc s'il y avait une lésion vésicale, elle ne pouvait pas être mise en évidence puisque la vessie n'était pas clampée. Donc le chirurgien, forcément, quand j'évoquais ce diagnostic de lésion vésicale, évidemment, il n'était pas très content. Néanmoins, devant le tableau clinique qui était vraiment très très douloureux pour la patiente, il a été obligé de retourner au bloc, sauf qu'il est retourné avec un collègue urologue. Et il était très content parce qu'effectivement, il y avait une plaie vésicale qui n'avait pas été visible du fait de l'absence de ce clampage. Donc cet épisode m'a marqué parce que je me suis dit vraiment le bon sens a souvent raison sur les images à partir du moment où la technique est imparfaite. Et là, elle est imparfaite puisque la sonde vésicale n'avait pas été clampée. Donc une IA, par exemple, typiquement dans ce dossier, aurait répondu à l'absence de lésion vésicale qui existait, mais qui ne pouvait pas être mise en évidence parce que les choses avaient été techniquement imparfaites. Excellent. Et donc, tu mets aussi le point sur la clinique. Et c'est intéressant parce que c'est quand même les données fondamentales qui nous manquent souvent. Et c'est la substantifique moelle d'un dossier médical, c'est quand même les données de la clinique, l'interrogatoire, l'examen physique. Et s'il y a une erreur à la base, un peu comme dans une enquête policière, si la scène du crime a été souillée immédiatement, après toutes les hypothèses vont être fausses. Donc tu soulignes bien le rôle de la clinique, c'est d'ailleurs ce qui t'a guidé dans la bonne réalisation de tes examens et de ton diagnostic. Est-ce que les radiologues sont de bons cliniciens? Encore une question piège, ça, Mathieu. Propre à chacun, hein, j'ai envie de dire. Avant même d'être clinicien dans le sens de l'examen clinique, je pense que déjà parler aux patients aide beaucoup, parce que là, dans ce cadre-là, je me souviens très bien que l'échographie, l'échopalpation était extrêmement douloureuse et suffisamment pour que ce soit marquant. Mais même sans ça, rien que parler à la patiente et qu'elle raconte la chronologie exacte des faits, forte douleur, impossibilité d'uriner, etc. Ne serait-ce que parler déjà aide beaucoup. Donc effectivement, moi j'encourage toujours les confrères à parler aux patients et en échographie, on le voit souvent, hein, ça relève, ça permet de relever et de redresser de nombreux diagnostics, effectivement. Bien sûr, c'était une question piège. Je connais des J'essaie radiologues de qui pas sont... trop tomber dedans. Tu n'es pas tombé dedans. Je connais des radiologues qui sont d'excellents cliniciens, notamment l'équipe d'ostéo-articulaire, de la Pitié-Salpêtrière, de la SIMS, qui nous donnent plein de cours, Tout à qui fait. eux sont des cliniciens hors pair et connaissent des vieux signes cliniques qu'on n'emploie plus. Et, et tu n'es pas tombé dans le panneau, Émeric. Merci pour cette anecdote. Est-ce que tu penses que d'autres médecins, a fortiori les médecins généralistes, doivent se former à l'imagerie médicale? Pas forcément pour en réaliser eux-mêmes, quoique maintenant certains généralistes peuvent faire des échographies notamment, mais est-ce que l'on doit, en tant que clinicien, médecin généraliste, se former à la lecture ou la réalisation de certains actes d'imagerie? Je- Pourquoi pas? Moi, je dirais chacun est libre de le faire. Après, chacun a son domaine d'expertise. Donc, quand on se forme dans un domaine, notre cerveau est limité, nos capacités d'apprentissage et de compréhension et d'intégration sont limitées, notre temps d'exercice est limité. Donc, après, à chacun de voir comment est-ce qu'il utilise son temps. Si notre métier est d'être médecin généraliste, et qu'on apprécie l'imagerie, ben pourquoi pas se former à comprendre un petit peu ce qu'on peut voir sur les imageries. Après, évidemment, à partir du moment où on a l'expertise d'un radiologue en face, il n'y aura peut-être pas de plus-value sur la prise en charge médicale, mais évidemment, libre à chacun de s'intéresser, bien entendu, à la discipline et a fortiori pour ceux qui pratiquent, bien entendu, l'échographie. Là, pour le coup, bien sûr, c'est obligatoire. Et ton livre d'ailleurs est super pour ça, parce qu'il est initialement destiné aux étudiants, mais, mais il est super intéressant pour les médecins en activité pour comprendre ce que l'on voit précisément dans les demandes qu'on formule. À quoi ressemble un pancréas sur une IRM, à quoi ressemble un kyste, etc., le canal de Wirsung. Et pour ça, c'est très intéressant. Et ça permet aussi de se remettre à l'anatomie, qu'on oublie peut-être un petit peu au fur et à mesure de notre cursus quand on n'est pas professionnel de l'imagerie. Oui, bah, Euh, écoute, merci pour le compliment. C'est vrai que j'ai fait un gros travail de vulgarisation en fait de la chose pour que les images soient le plus accessibles possible.
et aussi pour montrer des images normales. Parce que c'est vrai que, bien entendu, dans les livres d'imagerie, on montre de la pathologie, mais là, l'objectif, c'était aussi de montrer qu'est-ce qu'on peut attendre d'une imagerie normale. Donc, effectivement, c'est suffisamment complexe, et quand on a 50 légendes sur l'image, on est souvent un peu perdu. Donc, là, l'objectif du livre, il était de pointer les éléments importants et de pouvoir les différencier assez facilement, effectivement. Ouais, et puis c'est vraiment réussi. Aymeric, j'ai reçu sur ce podcast il y a pas longtemps Laurent Alexandre, avec qui j'ai pu faire 2 épisodes passionnants, assez effrayants. Il m'a longuement parlé de l'IA dans le futur de l'imagerie, Oui. et notamment du fait que beaucoup de médecins, selon lui, seraient obsolètes dans un futur assez proche. Oui. Est-ce que tu peux me parler de l'IA dans ta spécialité? Où en est l'état de la science en imagerie? Et comment tu vois le futur de la radiologie, toutes modalités d'imagerie différentes, ces prochaines années, ces prochains mois? Alors, combien on a d'heures pour traiter cette question-là, Mathieu? Tu as précisément 2 minutes, Aymeric, pour répondre à cette vaste question. Écoute, nous, dans le centre dans lequel je travaille, on surfe sur la vague de l'IA. De toute façon, on n'a pas le choix, c'est clair. Ceux qui ne surfent pas sur la vague se feront dépasser. Donc, l'idée est de co-créer en fait ces outils. Nous, on le voit plutôt comme un outil d'aide pour tout ce qui est chronophage, fastidieux, et qui consomme du cerveau humain inutilement. Donc, typiquement, comparer 5 nodules de 3 mm, de 3 à 6 mm d'un examen à un autre, ou sur 10 examens différents, eh bien, à faire manuellement, ça prend beaucoup de temps, et il n'y a pas forcément de très grosse plus-value intellectuelle à comparer des millimètres entre des millimètres. Donc, par exemple, ça, ce sont des outils qui existent, qui sont en cours de développement, mais qui existent déjà, et qui permettent de gagner un temps de cerveau disponible pour à la fois la conclusion, à la fois la communication patient ou d'autres choses. Mais nous, on le voit vraiment comme un gain dans le sens d'une diminution des activités intellectuelles un petit peu pénibles ou fastidieuses. Et puis l'autre élément, c'est toute l'IA sur laquelle on communique moins, mais qui concerne la productivité ou le circuit patient, c'est-à-dire la priorisation des examens, parce qu'aujourd'hui, sur une vacation, par exemple, où on va faire 30 scanners, eh bien, s'il y a une urgence absolue sur le 24e scanner, bien évidemment, l'idéal est de se rendre compte le plus tôt possible, sauf que si on en est au 15e scanner en termes de lecture, à ce moment-là, il peut y avoir un différentiel de temps, le temps de s'en rendre compte. Donc l'IA pourrait permettre de faire des tris comme ça, de priorisation, ça existe déjà, et donc une amélioration de la productivité, mais surtout de la pertinence d'un point de vue médical. Donc il y a aussi tout cet écosystème d'amélioration du circuit patient en fait et du service rendu au patient qui est très intéressant et dont on parle un petit peu moins parce que en l'espèce c'est moins impressionnant. Intéressant. À titre personnel, est-ce que ça t'inquiète pour ton avenir? Ça m'inquiète pas. Ça m'inquiète pas parce que j'ai intégré l'information depuis longtemps. Et puis parce que les technologies, les nouvelles technologies en imagerie médicale sont très présentes et sont très dynamiques, évoluent très très vite. Et c'est aussi ce qui fait que le métier est passionnant. C'est aussi ce qui fait que le métier n'est pas plat. Tout est passionnant, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, ça change très très vite. Alors, il ne faut pas s'en effrayer, il faut vivre avec son temps. Mais donc moi, non, je ne suis pas effrayé, mais je considère que c'est un outil plutôt d'épanouissement intellectuel. Mais effectivement, il faut l'apprivoiser tant qu'il est encore temps, je dirais. Excellent. Outre l'IA dont on parle beaucoup, est-ce qu'il y a dans ta spécialité d'autres projets d'avenir, d'autres modalités d'imagerie, d'autres techniques d'interventionnel ou que sais-je, qui vont modifier ta spécialité dans les années qui viennent? Je pense que quelque chose qui existe déjà, effectivement, et dont on parle encore assez peu, ou en tout cas qui est peu médiatisé, c'est la radiologie interventionnelle qui a une place très importante pour la prise en charge des patients, que ce soit la prise en charge des douleurs notamment, hein, bien sûr, ou la prise en charge en oncologie, hein, traitement de cancer, prélèvement, traitement, etc. Ça, c'est la radiologie interventionnelle. Il y a beaucoup, beaucoup de techniques qui se développent, qui sont déjà existantes, qui sont déjà très assises, très confirmées. Et qui sont encore peu utilisés, sur lesquels on communique peu et qui rendent énormément de services,
qui sont parfois difficilement accessibles pour le patient en fonction des centres dans lesquels on se situe. Donc, avant de parler d'avancées significatives, je vois pas, en dehors de tout ce qui touche à l'IA, qu'est-ce qui, là, à très court terme, va pouvoir changer très rapidement pour le médecin généraliste qui exerce. En revanche, peut-être utiliser davantage des moyens qui existent déjà, mais qui sont peut-être méconnus. Je pense par exemple à la cimentoplastie vertébrale pour la douleur de fracture tarsio-vertébrale ostéoporotique qui est extrêmement fréquente, même si bien sûr il faut peser à chaque fois les indications, les contre-indications, mais mieux utiliser ce qu'on a déjà mais qui est sous-estimé, sous-évalué, ça sera déjà très très bien, je pense. Excellent. Aymeric, je te remercie infiniment. On va arriver à la fin de notre entretien. Est-ce que tu aurais un message final, quelque chose que tu aimerais transmettre à nos confrères au sujet de cet épisode, de ce dont on a parlé, avant de te remercier chaleureusement et puis de nous quitter? Eh bien, écoute, j'aurais peut-être envie d'insister sur l'importance de la communication et de la collaboration entre confrères, parce qu'en fait, quand on est dans une situation médicale délicate, complexe, on se rend compte qu'en fait, communiquer entre nous change souvent la donne. Ça peut être aussi le cas quand il y a des difficultés, des ratés, et on se rend compte que vraiment, on ne communique pas assez entre nous, on n'a pas assez de temps pour ça. Tout le monde a des consultations extrêmement chargées, et parfois, échanger quelques mots au téléphone peut changer beaucoup de choses, au-delà du fait que ce soit très sympathique. Donc, je nous encourage tous à davantage communiquer et mieux communiquer pour la prise en charge de nos patients, évidemment, principalement. Le message est passé. Merci infiniment. À bientôt. À toi, Mathieu. À bientôt. Ciao. Bravo, vous êtes bien arrivé à la fin de cet entretien. J'espère qu'il vous a inspiré et apporté des clés utiles pour votre pratique. Pour ne rien manquer des prochains épisodes de Super Docteur, pensez à vous abonner dès maintenant. Si mon travail vous plaît, parlez-en autour de vous, à vos consoeurs, vos confrères et même à vos internes. Et si vous voulez me soutenir, laissez-moi une belle note de 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. C'est rapide, ça m'aide énormément, et surtout ça permet à d'autres médecins de découvrir ce contenu pour que l'on partage ensemble nos idées et améliorer nos pratiques. Merci pour votre écoute, et à très bientôt.